Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire consacré au télétravail. Alors, situation qui s'est imposée à tous compte tenu de la crise sanitaire. Nous souhaitions profiter de ce webinaire pour pouvoir tirer ensemble les conséquences en matière de risques et puis aussi de bonnes pratiques, tant du point de vue juridique que du point de vue managérial. Alors, on en fait, de quoi doit-on s'assurer finalement pour se protéger des risques qui sont inhérents au télétravail? Et puis également, pour mettre nos collaborateurs dans les meilleures conditions possibles afin de s'assurer d'une bonne performance. Voilà, c'est tout l'objet de ce webinaire. Alors, on va prendre environ 3/4 d'heure de présentation, puis après, on vous laissera un peu de temps pour nous poser vos questions et on fera en sorte d'y répondre le mieux possible. Alors, ce webinaire est présenté par Charlotte et moi-même. Alors, je vais laisser la main à Charlotte pour qu'elle puisse se présenter. Alors bonjour à tous, tout d'abord merci de bien vous être connectés pour participer à ce webinaire sur le télétravail qui, nous l'espérons, vous sera utile et vous plaira. Donc je suis Charlotte de Guigné, je suis juriste en droit social au sein du cabinet Orcom depuis 6 ans et j'interviens sur toutes les questions en droit du travail, tant en matière individuelle que collective, pour des activités de conseil au sein du cabinet Orcom. Et donc, du coup, je co-animerai ce webinaire avec André Vivarès, qui va se présenter à son tour. Voilà, merci. Donc, André Vivarès, je suis consultant en gestion des ressources humaines, formation également, au sein du cabinet Actiforce. Donc, nous sommes une filiale de Orcom. Et j'exerce ce métier depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Donc, voilà. Donc, si tu veux bien passer la page, Charlotte, on va pouvoir présenter nos entreprises respectives. Je vais peut-être garder la main, donc je vais présenter le cabinet Actiforce. Donc, on est un cabinet de gestion des ressources humaines qui existe depuis 1989 et nous avons rejoint le groupe Orcom en 2014. On assure un ensemble de prestations auprès de nos clients sur tous les domaines de la gestion des ressources humaines, donc qui vont du recrutement au conseil, en passant par la formation, l'accompagnement des collaborateurs dans la gestion de leur carrière. Ce qu'on entend par là, tout ce qui peut être bilan de compétences, outplacement, et puis également gestion de plans sociaux. Voilà. Concernant le cabinet Orcom, donc nous sommes un cabinet d'expertise comptable, de conseil et d'audit. Nous sommes implantés dans cette région. Nous avons 25 implantations et nous sommes également présents à l'international. Voilà. Nous n'en dirons pas plus. Nous allons commencer le webinaire et André va vous présenter rapidement le sommaire. Voilà, alors je vais désactiver les caméras pour que vous puissiez avoir peut-être un peu plus d'espace par rapport au contenu. Alors, pour le sommaire, donc les différents sujets qu'on va aborder ensemble aujourd'hui donc sont les suivants. On va échanger sur la question de comment sécuriser la poursuite du télétravail, quelles vont être les étapes clés. On va également revenir sur les notions de comment déterminer les salariés éligibles, contrôler le temps de travail, aussi bien d'un point de vue, on va dire, juridique que d'un point de vue également managérial. Comment protéger le télétravailleur et son domicile, fournir les équipements, revenir également sur la question de l'organisation de l'activité de télétravail et comment les accompagner, cadrer le temps. Et enfin, on reviendra sur les notions de risques psychosociaux et puis comment accompagner les managers. Alors, avant de commencer, vraiment de rentrer dans le vif du sujet, on voulait vous présenter un petit panorama en fait de la situation de télétravail et de ses implications pratiques. Et en fait, dans le cadre de la préparation du webinaire, nous avons vu cette enquête en fait qui a été réalisée par Malakoff Humanis. C'est une enquête qui est assez récente et qui vient compléter un premier sondage en fait qui avait été réalisé par eux l'année dernière, au tout début du confinement et de la mise en place du télétravail un peu systématisé pour beaucoup d'entreprises. Et cette enquête a le mérite en fait de mettre en lumière les avantages du télétravailleur après plus d'un an de pratique maintenant. Et les difficultés éventuellement rencontrées. Donc là, si vous voyez ce premier diagramme, vous voyez que les trois principales difficultés
rencontrées par les collaborateurs qui ont été interrogés sont en fait les 3 dernières qui sont à la fin du diagramme. Donc, 28% considèrent qu'ils ont rencontré des difficultés techniques, 34% considèrent qu'ils ont rencontré des difficultés quant à la séparation des temps entre leur vie privée et leur vie professionnelle, et 39% considèrent qu'ils ont, dans le cadre du télétravail, rencontré des difficultés d'échange avec les autres collaborateurs. Voilà. Donc ça, c'est le premier panorama qu'on peut voir. Concernant l'impact du télétravail sur le travail en équipe, alors là, pour le coup, on se place du point de vue des managers qui ont constaté certaines difficultés. Donc, je vais vous citer les 3 principales. Donc, la première, donc 44% des managers considèrent avoir rencontré des difficultés pour détecter les collaborateurs en difficulté. 43% considèrent avoir rencontré des difficultés pour gérer la fragilité des collaborateurs et 42% considèrent avoir rencontré des difficultés pour maintenir le lien au sein de leur équipe. Voilà. Ensuite, concernant les bénéfices du télétravail que les managers ont pu constater, donc 51% ont pu constater une plus grande autonomie, 35% une diminution des absences et 33% une meilleure satisfaction des salariés. Alors, ce qui est important de noter aussi, c'est, vous voyez, c'est les variations, donc c'est la petite ligne à côté en noir, qui correspond en fait à la variation entre le résultat qui avait été fait en 2019 sur la même enquête et les résultats aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'il y a quand même eu une évolution de la perception des résultats, en fait, des bénéfices et des inconvénients du télétravail depuis la précédente enquête qui avait été menée. Ensuite, concernant la durée moyenne idéale du télétravail, globalement, fin 2019, donc avant le premier confinement, 1,4, on estimait que la durée idéale pour le télétravail était de 1,4 jours. En juin 2020, donc bien sûr, là, on était en plein pendant la période Covid et les confinements, on estimait que le nombre de jours idéal de télétravail par semaine était de 2,4. Et là, vous voyez qu'en décembre 2020, ce nombre a un petit peu baissé et est redescendu à 2 jours par semaine. Voilà. Et c'est vrai que c'est à peu près en moyenne ce que les collaborateurs et les managers évoquent. Alors, tout d'abord, le télétravail, qu'est-ce que c'est? Alors, le télétravail, donc c'est un mode d'organisation du travail qui est prévu par le Code du travail, à l'article L 1222-9, et qui correspond à toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié en dehors de ces locaux de façon volontaire et en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Alors, la mise en place du télétravail implique de sécuriser ce mode d'aménagement d'organisation du travail par un document écrit. Donc, en fait, depuis mars 2018, le télétravail peut être mis en place par accord collectif, donc que ce soit un accord de branche, d'entreprise, d'établissement ou de groupe, par charte, donc un document établi après avis des représentants du personnel, ou par accord, dans le cadre d'un accord par tout moyen, entre les salariés concernés et l'employeur. Donc l'accord par tout moyen, on va considérer de façon très large que ça peut même être un mail ou un SMS. Toutefois, ce qui est quand même plus sécurisant, c'est dans l'hypothèse où vous n'avez pas d'accord collectif et de charte, c'est de prévoir une clause spécifique dans les contrats de travail des salariés qui vont être en situation de télétravail. Autre point très important, comme je vous le disais tout à l'heure, la mise en place du télétravail se fait nécessairement sur la base du volontariat. Elle ne peut être imposée sauf en cas de situation exceptionnelle. Donc, c'est par exemple ce qu'on a connu dans le cadre de la période du Covid, où là, on était dans l'hypothèse du salarié qui était obligé de prendre des mesures particulières d'organisation du travail pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés tout en permettant à l'entreprise de continuer à fonctionner. Alors, concernant le rôle des représentants du personnel, alors c'est un point qu'il est très important de souligner.
Le télétravail, c'est un mode d'organisation du travail qui touche aux conditions de travail. Donc, partant de là, il est indispensable que les élus du personnel, donc désormais le CSE, soient informés et consultés sur la mise en place et l'exécution du télétravail. Alors, concernant les mentions que doivent contenir l'accord d'entreprise ou la charte, donc les documents, enfin ces actes devront prévoir les conditions de passage en télétravail, nécessairement, les conditions de retour à une exécution du contrat sans télétravail, donc en présentiel, les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail, les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail, la détermination des plages horaires pendant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié et les modalités d'accès des travailleurs handicapés au télétravail. Voilà. Toutefois, en cas d'accord individuel, bon, il n'y a pas de mention obligatoire qui est prévue par la loi, mais il est quand même fortement recommandé de prévoir dans vos contrats de travail, dans l'hypothèse où vous allez transcrire cet accord dans une clause du contrat de travail du salarié concerné, toutes ces modalités-là. Voilà. Alors, ce qu'il est important de faire aussi pour mettre en place le télétravail, c'est de déterminer les postes et donc les salariés qui vont être éligibles au télétravail. Donc, en principe, le télétravail est ouvert à tous les salariés, sauf qu'en pratique, on s'aperçoit bien qu'il y a certains postes dont la nature ne peuvent pas permettre le télétravail et de la même façon, certains profils de salariés peuvent légitimement amener l'employeur à refuser l'octroi du télétravail pour certains salariés. Donc, quant à la nature des postes, donc, par exemple, on peut tout à fait considérer qu'un poste en laboratoire ou un poste d'accueil, par exemple, est compliqué à concilier avec la mise en place du télétravail. De même, concernant le profil des salariés, eh bien, vous pouvez avoir certains salariés qui ont besoin d'avoir un encadrement très rapproché. On peut penser par exemple aux apprentis ou aux salariés en période d'essai qu'on vient simplement tout juste de recruter et qui ne sont pas encore autonomes, pas encore familiers avec les process de l'entreprise, qui vont avoir besoin d'une période nécessaire d'immersion dans l'entreprise pour bien comprendre comment fonctionne l'entreprise, comment fonctionnent les process et comment fonctionne l'organisation, et que cela peut être très compliqué à acquérir à distance quand on est en télétravail et qu'on commence sa prise de poste en télétravail. Donc les recommandations qu'on va formuler généralement, c'est d'essayer, alors tout ça c'est bien d'essayer de l'anticiper un peu en amont, hein, donc de définir ou se réinterroger sur les critères objectifs, j'insiste sur ce point, qui vont être mis en place dans l'entreprise et justifiés par les conditions particulières d'exercice du travail. Et il est nécessaire de rappeler et d'adapter ces critères dans l'accord collectif ou la charte lorsqu'ils existent. Ouais. De même, il est indispensable de respecter une égalité de traitement entre les salariés de l'entreprise. Donc, à poste équivalent, responsabilité équivalente, mission et compétences équivalentes, il faut s'efforcer de placer les salariés dans des situations identiques et donc de leur permettre de télétravailler lorsque c'est possible, sauf à refuser cette possibilité pour un motif objectif. Enfin, il faut s'interroger sur un nombre ou un pourcentage maximal de salariés qui pourraient être concomitamment en télétravail pour ne pas désorganiser la société. Voilà. Alors, déterminer les salariés éligibles. Donc, par exemple, on pourrait refuser le télétravail pour les critères suivants. Donc, la nature de l'activité le justifie. Par exemple, pour les postes qui comprennent la manipulation de machines, de produits, etc. Lorsque le travail en équipe est indispensable, voilà, et que le placement en télétravail risque de pénaliser l'organisation de travail dans l'entreprise. La nécessité d'être physiquement présent, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure avec, par exemple, des postes d'hôtes ou d'hôtesses d'accueil. Le travail en atelier, en laboratoire, suivant des mesures de sécurité strictes, etc., etc. Voilà.
Par rapport au profil du salarié, donc c'est ce qu'on évoquait aussi, les salariés qui ont une ancienneté insuffisante pour appréhender leur poste et connaître l'organisation de la société, donc ces salariés-là, on pourrait refuser à juste titre donc le fait de leur faire, d'aménager leur poste en télétravail. Des salariés en CDD d'une durée trop courte compte tenu des coûts pour la mise en conformité du domicile et la mise à disposition des équipements au regard de la durée du travail, ou encore une durée du travail à temps partiel tellement faible qu'un risque d'isolement du salarié est à craindre. Ça, André reviendra vers vous sur ce point, il le détaillera un peu plus tout à l'heure. Une capacité d'autonomie insuffisante, donc les salariés qui ont un besoin en soutien managérial important et qui ne sont pas aptes à s'organiser ou à gérer leurs horaires de travail, etc. Voilà, donc tout ça, ça vous donne des exemples de motifs objectifs et de raisons qui permettraient à l'employeur de refuser à un salarié d'organiser son poste en télétravail. En revanche, il n'est pas possible de refuser le télétravail pour l'un des motifs suivants, donc nécessairement un motif discriminant, tel que le sexe, la situation de handicap, le statut, donc une distinction cadre ou non cadre, l'état de grossesse, l'âge, l'activité syndicale du salarié, son lieu de résidence, etc., etc. Ce qu'il est vraiment important de faire lorsque vous ne souhaitez pas accéder à une demande du salarié de bénéficier, d'aménager son poste en télétravail, c'est vraiment de motiver objectivement votre refus. Hein, si le salarié est éligible par rapport aux critères que vous avez mis en place dans votre accord ou dans votre charte. Voilà. Et donc, dans certains cas, ça peut être aussi utile de demander l'avis du médecin du travail. Hein, mais ça va dépendre aussi à la fois de l'organisation de la société et puis du profil de votre salarié. Je vais maintenant passer la main à André qui va vous présenter les impacts du présentiel par rapport au distanciel. Alors, merci Charlotte. Je reprends un petit peu la main. Donc simplement, finalement, qu'est-ce que ça change en termes de management que d'avoir des salariés à distance au regard des situations plus classiques qu'on connaissait que d'avoir des salariés sous la main. Alors, déjà, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a un certain nombre de spécificités qui sont liées véritablement au management à distance. Évidemment, ça tombe sous le sens, hein, c'est qu'on est éloigné géographiquement, hein, donc il y a une diminution des fréquences de contact, quoi qu'il arrive. Un collaborateur qui peut ne pas être dans l'entreprise alors que vous y êtes, et inversement. Donc, on va avoir, on appelle des cadres de référence qui vont être différents. Et du coup, la communication vers les équipes va s'effectuer le plus souvent à distance, en synchrone, voire même parfois en asynchrone, puisque c'est difficile parfois d'arriver à mobiliser tout le monde au même moment. Le pire des cas serait évidemment d'avoir une partie des équipes sur place, une partie des équipes en télétravail, d'ailleurs ce qui arrive assez fréquemment. Et alors là, c'est pas toujours simple d'arriver à transmettre la même information au même moment à l'ensemble des équipes. Donc, les échanges sont amputés aussi d'éléments non verbaux hein, en matière de communication synchrone, hein, puisqu'en fait, même si on utilise des outils du type visio, on n'arrive pas à faire passer l'ensemble des émotions finalement dans la manière d'échanger, de communiquer. Et du coup, il y a un certain nombre de choses qu'on ne voit pas. Alors, vous me direz aujourd'hui, actuellement, avec les masques, de toute façon, il y a plein de choses qu'on ne voit pas non plus. Hein, ça, c'est vrai, même quand on est en physique. Pour autant, il y a quand même plus d'éléments qui passent. D'ailleurs, vous devez le constater quand vous passez 6, 7, 8 heures dans une journée sur des visios, même si c'est plusieurs visios, c'est fatigant. Et c'est plus fatigant que d'avoir le même temps d'échange en physique avec des personnes. Voilà, donc une partie de l'équipe peut aussi travailler à distance, et donc une partie de l'équipe peut travailler en local. Et enfin, dans ces conditions, le manager, il doit pallier à ces différences et ces absences d'informations, d'échanges. Il y a beaucoup de temps informel qui ne peuvent plus se faire dans ces conditions. Par exemple, les temps qui se passaient à la machine à café, les confrontations rapides, les petites questions au passage, enfin bon, voilà. Donc tout ça sont des choses évidemment qui ne peuvent plus se faire. Alors,
qu'est-ce qu'on peut faire au regard de ça? Ce qu'on peut se dire quand même, c'est qu'il y a un certain nombre d'avantages, aussi bien du point de vue du salarié que de l'employeur, à organiser l'activité en situation de télétravail. Donc, il y a des avantages qui sont connus du point de vue du salarié. C'est des économies de temps, déjà, des économies d'argent sur les transports, parfois sur la garde d'enfants, ou en tout cas sur les temps de transport par rapport à la garde d'enfants. Meilleure gestion du quotidien, une plus grande autonomie aussi dans la gestion des tâches, même si vous l'avez vu tout à l'heure dans l'enquête, finalement, les managers reviennent un peu sur cette question-là. Ils se disaient, c'est super, le télétravail, ça va développer énormément l'autonomie des collaborateurs. Oui, c'est vrai, mais peut-être pas autant que ce qu'on avait pu imaginer. Une meilleure concentration du salarié, alors à partir du moment où les conditions s'y prêtent, faut aussi avoir ça en tête. Et enfin, une amélioration de la gestion vie privée, vie professionnelle, avec quand même un risque, et on le verra à la fin, notamment sur la question des risques psychosociaux, c'est qu'il ne faut pas que vie privée et vie professionnelle se fusionnent totalement, parce que là, pour le coup, ça peut aussi générer d'autres difficultés. Souvent, d'ailleurs, c'est des choses qui ont été développées, des tests qui ont été développés. On se rend compte que le trajet entre le domicile et le lieu de travail sont aussi des sas qui permettent de couper entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc voilà. Donc tout ça sont des éléments qu'on n'a plus aujourd'hui. Alors, à partir du moment où on est dans un mode de fonctionnement où le télétravail représente qu'un certain nombre de jours dans la semaine, mais n'est pas la totalité du temps de travail, c'est gérable. À partir du moment où on est sur des situations de télétravail beaucoup plus poussées, il y a des risques se présentent davantage. Enfin, du point de vue de l'employeur, l'avantage, c'est aussi donc un accroissement de la production lié à l'augmentation de la productivité, puisqu'en fait, en pratique, on a des collaborateurs qui peuvent travailler davantage. Là encore, si les conditions le permettent, si on ne se retrouve pas avec faire la garde d'enfants en parallèle, avoir l'école à la maison et compagnie, où là, pour le coup, ça devient peut-être un peu plus compliqué. On peut faire des économies de locaux sur les dépenses courantes à partir du moment où le mode de télétravail devient une règle et devient suffisante en termes de temps. Il peut y avoir aussi une amélioration de la qualité de vie au travail des salariés dans ces conditions, une diminution des taux d'absentéisme au travail, une plus grande motivation aussi des salariés, une plus forte implication des salariés. Mais sur ces deux derniers points, je dirais aujourd'hui, la question de la motivation des salariés et la question de l'implication des salariés restent quand même des enjeux qui, à mon sens, sont particulièrement importants du point de vue, en tout cas, de l'employeur. Donc, on va regarder ça. Les enjeux qu'on peut retenir, moi je dirais qu'il y a vraiment ces trois enjeux clés. Donc je viens de le dire, c'est la question de la motivation, la question également du sentiment d'appartenance du collaborateur, et puis j'ajouterais à ça le troisième enjeu clé qui est la question du contrôle. Donc dans ces conditions, quels vont être nos moyens d'un point de vue managérial pour détecter des signaux faibles de nos collaborateurs, savoir à quel moment ils commencent à se sentir un peu moins bien et dans quelles conditions est-ce qu'on va pouvoir essayer d'ajuster nos modes managériaux. Est-ce que le collaborateur va vraiment mettre tout en œuvre pour essayer d'atteindre ses objectifs? Ce sont des questions légitimes que l'on peut se poser. Et donc, il va falloir adapter nos méthodes de management en fonction de tout ça. La question du contrôle aussi est une question qui est fondamentale, puisque finalement, on perd nos repères habituels de contrôle. Les techniques de contrôle visuel, sur le fond, n'existent plus dans ces conditions. Donc, il faut réinventer les manières de contrôler, de suivre nos collaborateurs sans pour autant tomber dans une logique de flicage. Donc voilà. Alors après, voilà. Alors, du coup, on passe ce qu'on pourrait appeler du management de la supervision à un management d'application. Le management de la supervision implique quoi?
il implique qu'on a des équipes à proximité et donc qu'on peut faire preuve d'une forme d'empathie aussi vis-à-vis de nos équipes. Donc, on a un contrôle visuel et à chaque fois que l'on va au contact finalement de nos salariés, on cherche à développer ce qu'on appelle sa motivation extrinsèque. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le manager qui, par le biais des différents contacts, des sollicitations, des impulsions qu'il peut donner finalement à chaque membre de son équipe, développe la volonté d'agir du collaborateur. Or, ça, on n'a plus cette capacité de le faire aussi facilement parce qu'on n'a pas cette capacité à détecter notamment ce que j'ai appelé tout à l'heure les signaux faibles. Et donc, il faut qu'on passe sur un mode de management qui implique que nos collaborateurs sont impliqués, en fait. Et donc là, il va falloir chercher à développer leurs responsabilités, donc les responsabiliser, et développer donc leur motivation intrinsèque, c'est-à-dire ce qui fait que le matin, ils ont envie d'agir sans pour autant qu'on ait besoin d'être derrière eux. Alors, comment on fait dans tout ça? C'est pas si simple, hein, comme vous le voyez. Donc, l'humain est certes au cœur de toutes les organisations, mais pour autant, quand on est derrière des écrans, c'est pas si simple. Alors, il y a 3 points clés qui sont importantes à avoir en tête. C'est que pour faire en sorte qu'on passe sur ce management de l'implication, il faut déjà soutenir la réalisation. Donc, quoi qu'il arrive, pour soutenir la réalisation, il va falloir que l'on garde le lien avec notre collaborateur. Donc, l'importance des temps de rencontre en physique. C'est particulièrement vrai à partir du moment où le collaborateur revient sur le site, revient en entreprise, où là, il faut absolument les multiplier. Et puis également, faire plutôt de la visio que du téléphone. Ce lien, il n'est pas que pour faire le point sur les activités données, c'est aussi pour parler un peu de tout, de rien, etc. Mais garder un lien aussi, entre guillemets, affectif avec notre collaborateur. Il faut également se fixer des échéances intermédiaires de court terme qui rythment l'activité. C'est-à-dire que là où on pouvait avoir des échéances qui étaient d'un peu plus long terme, où on pouvait parler sur des échéances de semaines, de mois, sur différents objectifs par rapport à nos collaborateurs, c'est possible quand on est en physique parce que de toute façon, on continue d'avoir des contacts réguliers avec nos collaborateurs. Là, on ne les a plus. Donc, dans ces conditions, il va falloir raccourcir les délais, raccourcir ces échéances pour faire en sorte que, justement, on maintienne une certaine pression vis-à-vis du collaborateur. Et puis enfin, il faut essayer de faire en sorte de conserver les temps de travail collectifs, donc mettre en œuvre des groupes de travail, même à distance. Les outils de visio actuels fonctionnent très bien pour pouvoir faire ça. On s'habitue tous finalement progressivement à pouvoir mettre ça en œuvre. Adopter aussi un mode de management qui va être participatif, maintenir ce participatif. C'est pas parce qu'on est isolé, loin, etc., qu'il ne faut pas solliciter, aller au-devant du collaborateur. Et donc, dans ces conditions, il faut lui faire suggérer des idées, des propositions d'amélioration, exiger des objectifs, exiger de lui qu'il soit moteur, finalement, dans la réussite des projets de l'organisation. Donc, tout ça a pour but de les rendre acteurs, de faire en sorte qu'ils prennent un certain nombre d'initiatives dans le succès des organisations. Et puis enfin, organiser le reporting. Donc, alors, je ne donnerai pas de consignes spécifiques sur cette question du reporting. Il peut y avoir une présentation libre. Il faut rendre compte des actions menées. Ça, c'est l'idée générale. Et réaliser des points formels, hebdomadaires, mensuels, etc., avec chacun de nos collaborateurs pour faire en sorte qu'on maintienne là encore le lien. Alors, je vais reprendre la main sur cette question du contrôle du temps de travail. Alors, justement, par rapport à toutes ces questions, à tous ces points que vient de lister André, il est nécessaire d'avoir une vigilance accrue sur le décompte du temps de travail à plusieurs titres. Parce qu'en fait, les risques, c'est qu'on ait un collaborateur qui soit en dépassement des durées maximales de travail ou en non-respect des temps de repos.
Et à l'inverse, on peut avoir le collaborateur qui ne va pas qui ne va pas accomplir en fait tout son temps de travail ou toutes ses tâches parce que justement il y aura un défaut dans le contrôle du salarié qui est en télétravail. Autre risque, c'est le risque de reconnaissance de travail dissimulé. Alors ce risque, vous en avez certainement entendu parler si vous avez mis en place l'activité partielle. Car vous savez qu'en cas d'activité partielle, donc le salarié est placé en situation de ce qu'on appelle de chômage partiel, c'est-à-dire que pendant une certaine durée, un certain nombre de jours, certaines périodes, on va lui demander de ne pas travailler parce que soit l'entreprise a une forte baisse d'activité, soit rencontre des difficultés économiques qui fait qu'elle ne peut pas mobiliser tous ses salariés. Et du coup, le salarié ne va pas travailler. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne travaille pas et que du coup, il n'est pas présent dans les locaux qu'il doit travailler depuis chez lui en situation de télétravail. Le fait d'être à distance est une situation de travail. Voilà. Donc, il est particulièrement indispensable de faire attention à ce risque de travail dissimulé lorsqu'on place un salarié en situation d'activité partielle et qu'on hésite à le faire travailler depuis son domicile. Voilà. Alors, les recommandations pour contrôler le temps de travail du salarié à distance, donc c'est de bien déterminer ses plages horaires. Donc ça, c'est ce qu'on vous indiquait en début de PowerPoint, hein, que c'est pas mal d'indiquer dans la petite clause qu'on aura indiquée dans le contrat de travail, les plages horaires pendant lesquelles le salarié est censé être à son poste et travailler, pendant lesquelles il peut être contacté. Et donc, on va demander au salarié d'être joignable en permanence pendant ces plages horaires qui vont être déterminées. Voilà, donc par courriel, logiciel spécifique, etc., appel téléphonique. On va aussi lui fixer des objectifs clairs et des délais, exactement de la même façon que si le salarié effectue sa prestation de travail depuis le site de l'entreprise. Ça, c'est ce qu'André vous disait tout à l'heure également. Il est aussi nécessaire de procéder à des échanges réguliers sur l'organisation et la charge de travail du salarié pour bien s'assurer que la situation de télétravail ne crée pas de difficultés particulières pour le salarié. Et si jamais on identifie une difficulté, eh bien, l'intérêt, c'est de mettre en place très rapidement des actions correctrices de façon à accompagner le salarié et de gérer au mieux la situation. Ce qui est également recommandé de faire, c'est d'ajouter une clause dans le contrat de travail selon laquelle les heures supplémentaires ne vont pouvoir être effectuées qu'à la demande de l'employeur. Ça, c'est notamment pour les salariés qui ont un décompte horaire, parce que naturellement, pour les salariés qui bénéficient d'une durée du travail en forfait jour, ce type de clause n'a aucun intérêt. Voilà. Alors, quant au système de contrôle qu'on peut proposer, eh bien, il en existe différents types. Vous avez un système dit d'autodéclaration, donc c'est le fameux système des feuilles d'heures, hein, où c'est le salarié qui va indiquer et reporter chaque jour ou à une fréquence que vous aurez définie ses horaires de travail ou le temps de travail qui aura été réalisé dans la journée. Vous pouvez aussi mettre en place un système de télégestion informatisé. Donc, c'est l'exemple des logiciels de pointage qui sont destinés à calculer, par exemple, les dispositifs, les temps de connexion du salarié. Et c'est un dispositif, par contre, qui doit être pertinent et proportionné par rapport à l'objectif que vous poursuivez, qui doit être aussi nécessairement conforme au RGPD. Hein. Et le salarié doit être informé dès lors que vous mettez en place ce type de logiciel ou de système qui permet de contrôler le temps ou la durée du travail. Il est indispensable que le salarié en soit informé. Généralement, c'est pareil, ça peut faire l'objet d'une clause dans son contrat de travail. Et il faut aussi prévenir les représentants du personnel lorsqu'ils existent et la CNIL. Donc là, c'est pareil, il y a certaines formalités d'information à réaliser. De même, en cas d'accord collectif ou de charte, la loi prévoit que les modalités de contrôle du temps de travail doivent y être insérées. Voilà. André, du coup, je te passe la main sur la question du contrôle. Ouais, alors moi, donc là, on a vu la partie conseil juridique autour du contrôle. Je dirais que d'un point de vue managérial,
il faut, et c'est pas simple, hein, trouver le juste milieu, je dirais, entre une douce pression pour maintenir un cadre et la motivation extrinsèque du collaborateur pour essayer de soutenir la réalisation. Donc, comment est-ce qu'on peut concrètement arriver à trouver ce juste milieu? En fait, et d'ailleurs, ça fonctionne de toute façon de manière générale, y compris sur des personnes à manager en physique, c'est que le contrôle, il devra davantage porter sur les actions menées que sur le résultat en tant que tel. D'accord? Et ce qui m'intéresse, c'est plus de savoir ce qu'a pu faire le collaborateur et comment il s'y est pris pour faire les choses, plutôt que, au final, qu'est-ce que ça a donné. Alors, ça renverse un petit peu parfois notre vision, on va dire, du contrôle. Puisque le résultat, finalement, n'est que issu des actions que l'on a effectivement menées. Et après, c'est lié également dans le contexte dans lequel on les a pu mener. Donc, on va poser des questions du type, finalement, comment comptes-tu t'y prendre, comment t'y es-tu pris, quel écart, pourquoi, etc. Alors, quand on voit des questions comme ça peut vous interpeller. Hein. Ce sont des questions en fait qui sont directement issues du coaching. Qu'est-ce que nous apprend en pratique le coaching? Le principe général du coaching, c'est qu'un coaching efficace, on pourra considérer qu'il est efficace à partir du moment où un manager sait ce qui se passe sur le terrain, même lorsqu'il n'y est pas. Et là, c'est particulièrement adapté à une situation de travail à distance. D'accord? Et il est efficace aussi à partir du moment où, pour le collaborateur, en fait, il est en mesure de prendre ses propres responsabilités pour être performant. Donc, on est dans une logique qui est beaucoup plus vertueuse, hein, où on n'a pas finalement un manager qui est là pour donner des instructions et contrôler systématiquement que les instructions ont bien été mises en œuvre. On cherche à développer le sens des responsabilités du collaborateur et d'un autre côté, on cherche aussi à faire en sorte que le collaborateur soit beaucoup plus, on va dire, franc et reporte beaucoup plus auprès du manager, ce qui permet au manager de davantage être dans une fonction de pilotage, de questionnement vis-à-vis de son collaborateur pour faire en sorte qu'on puisse ajuster et trouver ensemble des solutions aux problématiques qui sont soulevées. Alors, le coaching, qu'est-ce que ça suppose en termes de posture de la part du manager? Ça suppose en fait 5 postures clés qui sont le respect. Le manager coach, en fait, finalement, il doit accepter les différences du collaborateur. Et donc, il doit accepter que les solutions qu'il propose de mettre en œuvre sont différentes de celles qu'il a pu imaginer, mais ça, c'est pas gênant. Il faut que chacun chemine par lui-même, en fait. Il doit également faire preuve d'empathie. Alors, quand on dit faire preuve d'empathie, c'est la volonté de comprendre l'autre sans le juger. Et ça, c'est vraiment une notion qui est fondamentale. Il doit faire preuve également d'écoute. Donc là, dans ce cas-là, de faire preuve d'écoute active. Hein. Donc, c'est pour le coup avoir cette capacité à questionner au bon moment, à faire des bonnes reformulations, à faire en sorte que on cherche véritablement à comprendre là encore la situation du collaborateur. Et puis enfin, il doit également faire preuve de confidentialité. Donc, on doit garantir que au cours de ces séances de coaching, d'accompagnement, finalement, rien du chef ne sera utilisé. Hein. On ne va pas être là pour faire jouer les galons, hein, ce n'est pas la question. Mais au contraire, on doit créer les conditions pour que le collaborateur ait confiance, comme vous voyez juste après, et donc dans ces conditions, faire en sorte qu'il puisse s'exprimer librement. Alors, je dirais que ce n'est pas le confessionnal, hein, mais malgré tout, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que faire en sorte que le collaborateur se sente en confiance, il se sente entendu, il se sente soutenu et qu'ensemble, on puisse chercher des solutions qui seraient efficaces au regard des situations rencontrées. Alors, on va voir maintenant quels sont les autres risques qui se cachent finalement derrière cette situation de télétravail. Je dirais qu'il y a des risques qui sont directement liés
du coup, aux risques psychosociaux. Hein, et donc, il va falloir faire en sorte qu'on puisse mesurer la charge du télétravailleur. Alors, il y a quelques facteurs de risque hein, qui peuvent exister. Hein. Les principaux qu'on a recensés sont, du coup, s'il n'y a pas de véritable situation de management bien au-delà du contrôle et des résultats, le collaborateur finalement peut retrouver une forme de liberté, mais cette liberté, au bout d'un moment, elle est compliquée parce qu'on a tous besoin d'un cadre. Et donc, dans ces conditions, ça peut être facteur d'une certaine charge mentale, puisqu'on peut avoir des situations où le collaborateur va soit trop travailler, soit pas assez travailler. Et donc, dans ces conditions, ça va être compliqué, en fait, pour le collaborateur de faire face, pour certains en tout cas. Si aussi la situation de télétravail accentue l'isolement ou le manque de soutien social, évidemment, quand on n'a pas assez de contact avec ses collègues, au bout d'un moment, ça peut être compliqué pour certains. Si la charge de travail et les difficultés deviennent des sujets tabous, on peut avoir des collaborateurs qui masquent finalement leurs difficultés et donc qui compensent en fait en faisant une surdose de travail. Et puis enfin, s'il renforce des représentations de métiers et de genre, c'est-à-dire que si finalement, petit à petit, inconsciemment d'ailleurs, on génère davantage de discrimination dans notre manière de manager parce que on n'a pas le retour direct, ou on a moins de retour en tout cas vis-à-vis de nos collaborateurs. Et donc dans ces conditions, on peut avoir tendance à tout le temps cantonner les gens dans les mêmes types d'activités et puis petit à petit faire des discriminations entre les différents membres de nos équipes. Et puis enfin, si le droit à la déconnexion n'est pas clairement défini. Alors, quelques focus hein, qu'on met en avant hein, là-dessus, c'est notamment sur la question du risque d'isolement. Alors, ce risque d'isolement, il est renforcé par les situations de confinement qu'on connaît. On a quand même un troisième confinement, même si celui-ci est certainement plus léger que ceux qu'on a pu connaître, et notamment le premier confinement. Hein. Donc, ça génère quand même dans la société en général, pardon, un certain nombre de facteurs qui sont plutôt anxiogènes. Et dans ces conditions, le fait d'être tout le temps en télétravail peut aussi renforcer cette situation. Donc là, je dirais qu'il y a un vrai risque d'isolement chez certains collaborateurs que vous devez constater. Donc, il est important de, là encore, maintenir le lien vis-à-vis d'eux. Maintenir le lien de différentes manières, hein, par des communications directes, mais aussi maintenir le lien en faisant des sondages, des enquêtes régulières en interne pour faire en sorte qu'on arrive à détecter encore ces risques-là. Et puis enfin, c'est le risque qui peut être lié à l'hyperconnexion au travail. Et donc, faire en sorte que le risque est que votre collaborateur passe des temps sur écran absolument considérables. On le voit bien dans votre entourage, hein, je suppose, hein, ou dans le mien en tout cas. On voit les enfants qui passent beaucoup plus de temps sur des écrans encore. C'est déjà énorme, mais là, ça explose. On voit tout le monde, en fait, qui finalement passe un temps infini derrière des écrans, aujourd'hui, mail, téléphone, etc. Et donc, ça peut mettre, là encore, en difficulté le travail. Donc, tout ça sont des risques qui sont importants, qu'on ne peut pas traiter aussi facilement que ça. C'est simplement pour pouvoir essayer de prévenir ces différents risques, il est très important de maintenir le lien évidemment sur des sujets de travail direct qui sont liés à l'entreprise, mais également sur des sujets indirects, c'est-à-dire en fait avoir des questionnements plus ouverts sur comment se portent les uns et les autres, laisser la possibilité de s'exprimer, le faire également par le biais d'enquêtes en interne, régulières, pour faire en sorte qu'on puisse se dire « Ah, là, on a des risques potentiels ». Charlotte, je te laisse la main. Merci André. Alors ensuite, nous allons poursuivre de nouveau avec les obligations juridiques et notamment comment, face à tous ces risques, on peut protéger le télétravailleur, mais également son domicile.
Donc, il faut savoir qu'en tant qu'employeur, si vous mettez en place des situations de télétravail, vous avez certaines obligations qui vont vous incomber. Vous avez des formalités et des obligations générales à respecter. Donc, notamment, vous devez vous assurer de la conformité du lieu depuis lequel le salarié va télétravailler. Donc, ça va comprendre l'assurance du domicile, enfin du lieu de télétravail, l'installation, la conformité des installations électriques, l'aménagement de l'espace de travail, etc., etc. Il faudra aussi vérifier que le domicile du salarié est assuré, c'est ce que je vous disais, pour l'utilisation professionnelle. Donner priorité aux télétravailleurs pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et ses compétences professionnelles et porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature. Ça, c'est aussi souvent quelque chose qu'on essaye de prévoir dans l'accord d'entreprise, la charte ou encore le contrat de travail, dans la fameuse clause relative au télétravail. Et enfin, respecter l'égalité de traitement par rapport aux salariés qui travaillent dans les locaux et qui sont en présentiel, concernant la classification, les entretiens professionnels, la formation, les droits collectifs, les avantages sociaux, le respect de la vie privée, etc., etc. Le salarié en télétravail, c'est juste un salarié comme tous les autres, en fait, qui travaille à distance, donc il bénéficie des mêmes obligations et des mêmes droits. Concernant les deux premiers points que vous voyez sur cette slide-là, donc la conformité du lieu de travail, les installations électriques, l'aménagement de l'espace de travail. Alors, on n'attend pas nécessairement que vous vous déplaciez au domicile du salarié, il faut vous tranquilliser par rapport à ça, parce que bon, ça voudrait dire qu'il faudrait que il y a une immixtion en fait sur le lieu privé de résidence du salarié, dans sa vie privée, etc. Donc c'est quand même assez compliqué d'exiger de l'employeur de se rendre et d'aller contrôler lui-même la conformité du lieu depuis lequel le salarié va télétravailler. Généralement, ce qu'on va préconiser, c'est une attestation de la part du salarié, comme quoi son lieu de travail est assez conforme par rapport aux obligations de sécurité et le cas échéant, de s'adresser à des entreprises qui sont spécialisées. Je pense par exemple à la société Veritas pour justement effectuer ces opérations de contrôle et certifier que, par exemple, les installations électriques sont conformes et ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité du salarié. Voilà. Ensuite, concernant la santé et la sécurité du salarié, toujours, ce qui est préconisé, c'est d'organiser au moins un entretien annuel avec le salarié, justement, pour sonder les conditions de son activité, de sa charge de travail, s'il arrive à gérer le fait d'être sur le même lieu pour sa vie privée et sa vie professionnelle. Comme le disait André aussi tout à l'heure, sur le lieu de travail, on a des temps de décompression aussi parce qu'on peut échanger avec les collègues, on change de cadre aussi. Et le temps de transport permet aussi d'avoir ce petit sas de décompression entre la vie au bureau et la vie à la maison. Voilà. Cet entretien annuel, donc au moins un entretien par an, je le répète, c'est important de l'intégrer dans la charte, dans l'accord d'entreprise, mais également dans le contrat de travail, voilà, lorsque vous avez prévu la fameuse clause télétravail. Prévenir l'isolement aussi. Donc, en plus des mesures qu'André vous a évoquées tout à l'heure, vous pouvez aussi désigner au sein de l'entreprise, donc bien sûr quand l'effectif et l'organisation de l'entreprise le permet, un salarié qui serait un référent télétravail. Voilà, donc un référent télétravail, c'est un salarié à qui les salariés en télétravail vont pouvoir s'adresser pour signaler tout type de difficultés. Le référent pourra ensuite intervenir auprès de l'employeur ou des élus du personnel pour faire part de ces difficultés, que des situations soient trouvées ou permettre aussi un contact, des échanges avec le salarié en télétravail, vu que le référent télétravail sera généralement sensibilisé sur toutes ces questions liées au risque, à l'isolement, etc. et pourra aussi être à même d'apporter quelques solutions et d'échanger, de rassurer le salarié. Voilà. Et bien sûr, ce n'est pas parce que le salarié est à distance qu'il faut même inconsciemment l'isoler en omettant de l'inviter à participer aux activités sociales que l'entreprise pourrait organiser.
Hein. Voilà, donc c'est un salarié comme un autre, c'est juste qu'il est distant, c'est comme s'il était sur un site distant de l'entreprise, mais il continue à faire partie de l'effectif, des équipes, et il faut nécessairement continuer à l'inclure à toutes les activités et à tout ce dont bénéficient les autres salariés de l'entreprise. Alors, il faut également respecter la vie privée du télétravailleur, donc ce qu'on évoquait tout à l'heure, en définissant des plages horaires pendant lesquelles on peut le contacter, hein, et bien évidemment s'abstenir de le contacter à l'extérieur de ces plages horaires et réaliser un contrôle pertinent et proportionné de son activité. Donc pas être sur son dos tout le temps, en dehors notamment des plages horaires que vous aurez définies. Il faut aussi informer le salarié des restrictions liées à l'usage des équipements informatiques ou des services de communication électronique et des sanctions qui pourraient être prises en cas de non-respect. Il faut aussi s'assurer de la protection des données. Donc, c'est notamment dans ce cadre-là qu'il va être utile d'établir une charte sur le droit à la déconnexion, hein, ou de commanditer un audit sur les techniques d'information et les technologies. Voilà. Il est également nécessaire de mettre à jour le document unique d'évaluation des risques, hein, donc le fameux DUERP, que toutes les entreprises, je le rappelle, sont obligées de mettre en place. C'est une obligation légale. Hein. Alors, le document unique doit être actualisé tous les ans ou à la survenance de chaque nouveau risque. Alors là, André vous a listé tout un tas de risques qui sont inhérents au télétravail, notamment les risques liés à l'isolement. Tous ces risques-là, vous pouvez les intégrer à votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Il est également nécessaire d'informer et de consulter les représentants du personnel, parce que je vous rappelle que le télétravail, c'est un mode d'organisation du travail et on est sur la question des conditions de travail. C'est une prérogative des représentants du personnel. Concernant les coûts financiers et la mise à disposition d'équipements. Alors, en qualité d'employeur, vous avez l'obligation de fournir les équipements de travail et de prendre en charge les frais professionnels qui sont engendrés par le télétravail, ce qui va comprendre notamment la fourniture des matériels, enfin la fourniture des stylos, cartouches d'encre, etc., des logiciels, du matériel informatique, de sa maintenance, de sa réparation, la participation à une quote-part du loyer, du chauffage, de l'électricité, etc. Voilà, et de déterminer donc une indemnité d'occupation du domicile selon les cas. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020, concernant les dépenses engagées, prévoit que ces dépenses sont prises en charge par l'employeur lorsqu'elles sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle, dans l'intérêt de l'entreprise et surtout après validation de l'employeur. Et ça, c'est une nouveauté, ce dernier point, après validation de l'employeur, par rapport au texte précédent qui existait sur la question et notamment par rapport aux accords nationaux interprofessionnels précédents. Voilà. André, Voilà. je te laisse. Oui, alors je dirais pour conclure, finalement, le dernier point, le dernier enjeu du télétravail, c'est comment maintenir l'appartenance à l'entreprise, hein. Puisqu'en fait, c'est pas simple. Je dirais qu'il faut à la fois entretenir le lien avec l'institution, donc il va falloir informer sur la vie de l'entreprise, et là, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'être de la grande histoire, hein. C'est tous les événements vraiment de l'entreprise, et puis informer aussi les collaborateurs de distance sur la vie de l'équipe. C'est quoi la petite histoire? Donc tous les événements un peu rigolos, ou un peu moins d'ailleurs, mais qui concernent vraiment les collaborateurs de l'équipe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un lien qu'il faut penser à systématiquement maintenir. Et c'est particulièrement vrai si vous avez dans vos équipes des collaborateurs qui sont pratiquement tout le temps à distance et d'autres qui sont pratiquement tout le temps sur site. Où là, il peut y avoir progressivement un décalage de plus en plus important entre eux. Deuxièmement, il faut aussi gérer le sentiment de justice, d'injustice, d'égalité, d'équité, etc., avec tous ceux qui sont éventuellement plus souvent présents. Hein. Donc, il faut maintenir à la fois les groupes de travail en distanciel et puis rendre visible le travail qui peut être effectué, la charge de travail de chacun,
qu'on soit en présentiel ou en distanciel. Parce que sinon, on a vite un sentiment justement d'injustice qui peut apparaître entre bah oui, mais bon, lui, il est à distance, on peut pas lui donner ça, lui, il est à distance, on peut pas faire ça avec lui, etc. Enfin, bon, voilà, des choses comme ça qui peuvent apparaître. Et aussi inversement, où les salariés qui peuvent être à distance peuvent vite se dire, ah oui, mais enfin bon, nous, on en fait beaucoup plus parce qu'on termine beaucoup plus tard, etc. Alors que eux, 17 heures, ils sont sortis, c'est fini, quoi. Donc, et on leur demande plus rien. Donc voilà, tout ça sont des choses qui sont à gérer et auxquelles il faut réellement penser. Alors, des choses que j'ai vues, hein, des bonnes pratiques que j'ai vues dans le cadre d'entreprise, c'est des réseaux communautaires internes. Alors, il en existe différents, hein, mais l'idée est toujours un peu la même, c'est-à-dire faire en sorte que les collaborateurs puissent raconter leur semaine, ce qui les a marqués, ce dont on est fier pour le partager, des petites choses et pas nécessairement des choses qui sont directement liées à une réussite qu'on communiquerait effectivement plus facilement en interne. Non, c'est des petites choses, des événements, etc. C'est pas très long, mais ça permet aussi justement de maintenir le lien sur la petite histoire au sein de l'équipe, au sein de l'entreprise. Et ça, sont des événements qui sont importants pour avoir vraiment ce sentiment d'appartenance à l'entreprise. Voilà, alors on a été peut-être un petit peu plus long que prévu, mais c'était comme ça. Donc, bah, si vous avez des questions, ça va être l'occasion, hein. On va essayer d'y répondre du mieux possible. Oui, alors j'ai vu qu'il y avait une question qui avait été posée tout à l'heure. J'essaye de la retrouver, mais non, visiblement, elle a été retirée. Bon, bah écoutez, vous avez encore quelques minutes pour nous poser vos éventuelles questions ou si vous souhaitez qu'on revienne sur quelques points en particulier du webinaire, n'hésitez pas. Bon, bah, écoutez, je crois qu'il ne nous reste plus que du coup à vous remercier d'avoir assisté à ce Alors, webinaire. juste, excuse-moi, je viens de voir qu'il y avait des questions qui venaient in extremis d'être posées, donc on va essayer de prendre une minute. Clôture normalement à 12h30. Alors tout d'abord concernant le support, donc oui, il vous sera adressé pour y accéder. Quid des demandes de la part du gouvernement de passer à une obligation télétravail? Alors là, oui, là vous faites référence, j'imagine, au protocole qui a été mis en place par le gouvernement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est plutôt sur une incitation du télétravail 100% parce que, en fait, ce fameux protocole n'a pas de valeur réglementaire ou obligatoire. Hein, donc, il n'a pas force de loi, ce n'est pas un règlement, un décret, ni une loi, ni un accord. Toutefois, sachez que si vous avez un salarié qui tombe malade, qui attrape par exemple le Covid et qu'on arrive à établir le lien entre le travail, enfin la présence dans l'entreprise et le fait que le salarié ait attrapé le Covid, à ce moment-là, votre responsabilité peut être mise en cause dans le cadre de votre obligation de santé, sécurité de résultat. Voilà, donc attention, si vous avez la possibilité de faire télétravailler vos salariés, pour toutes les conditions qu'on a vues préalablement, voilà, la prudence fait que normalement vous devriez le faire, mais juridiquement il n'y a pas de sanction prévue par le protocole qui n'a pas force de loi. Voilà, alors je suis désolée parce que là le temps qui nous était imparti est écoulé. Je vous invite, si vous le souhaitez, vous avez nos adresses mail à nous poser vos questions, hein, auxquelles on pourra vous répondre plus précisément. Merci beaucoup à tous de votre participation. J'espère que le webinaire vous a plu et a pu permettre de répondre à certaines de vos questions. Et nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt. Voilà, faites attention à vous et excellente journée. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.